Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour. C'est Jennifer qui vous présente l'émission mensuelle qui s'appelle La Voix de la Création et qui est spécialisée pour présenter des artisanats d'art. Nous sommes ravis d'entrer dans le monde des artisans d'art, de s'immerger dans leur quotidien, leurs produits, leurs combats et de se sensibiliser à la qualité des produits. L'émission précédente, nous avions reçu Isabelle qui est mosaïste et céramiste et qui vous a expliqué son métier. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez aller sur le site internet de Radio Vissou pour écouter le podcast ou aller sur YouTube sur la chaîne Radio Vissou. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Boitelier. Bonjour Virginie. Bonjour Jennifer. Alors Virginie, elle est tapissier d'ameublement et elle a créé son entreprise qui s'appelle Atelier Fauteuil et Création. C'est bien ça? Alors déjà, on va revenir sur la définition de tapissier et tapissière, parce qu'on peut faire l'amalgame entre les deux. Est-ce que tu peux nous dire la différence? Alors, avant, les tapissiers ont passé le CAP de tapissier et les tapissières étaient les femmes qui les accompagnaient et qui étaient les petites mains et qui faisaient les rideaux et les coussins pour aider leur mari, comme les boulangers avec les boulangères. Voilà, c'est tout. Tout simple. Ouais. Par contre, il existe plusieurs métiers de tapissier. Moi, je suis tapissier en siège. Il y a les tapissiers selliers qui, eux, travaillent essentiellement le cuir et les sièges de voiture, les selles de cheval. Et puis, vous avez aussi le tapissier villier qui, lui, va poser les tringles pour les rideaux, ce genre de choses. Voilà. Oui, donc moi, je suis spécialisée en siège. Donc, moi, je travaille la garniture moderne, donc la mousse, et la garniture à l'ancienne qui est l'élan crin ou le crin végétal. Voilà. D'accord. C'est ça les différences. C'est vraiment complet. Hein. Oui. Alors je mets juste quelque chose, c'est que le métier de tapissier, ce n'est pas fait pour faire des tapis. Donc je dis accessoirement parce qu'il y a eu ce genre de réflexion des fois, non? Exactement. Exactement. Et la tapisserie, on te le fait de temps en temps ou pas? Aussi. D'accord, aussi. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc les tapisseries et les tapis, c'est pas pour toi. Exactement. Comme ça, c'est fait. Alors déjà, puis-je te laisser présenter ton entreprise, s'il te plaît? Alors moi, j'ai créé Atelier Fauteuil et Création en mars 2013 sur Limours. Et j'ai la chance d'exister encore aujourd'hui. Et quel a été ton parcours pour arriver à ouvrir cette entreprise? Tu as fait quoi? Je suis tombée dans la tapisserie par pur hasard, en fait. Comment? J'ai récupéré des chaises de mes grands-parents mon grand-père est décédé, donc j'ai récupéré des chaises et elles étaient vraiment trop moches. C'était des chaises... Faut pas le dire ça. Si, ma mamie, elle le sait. Elle le sait. Oui, elle le sait. J'ai récupéré des chaises qui étaient avec des chaises Louis XIII qui avaient effectivement de la tapisserie chasse à cour dessus. Et j'avais 26 ans et donc j'ai dit à ma grand-mère qu'il était hors de question que je garde ces chaises comme ça. Et je me suis inscrite dans un cours de bonne femme dans le 15e. Et puis j'y allais le vendredi quand mon aîné était à la crèche. Donc j'étais en congé parental et puis je suis tombée dedans, j'y suis restée 5 ans. Ma prof, je remercie beaucoup Anne qui m'a fait travailler sur les fauteuils de ses clients. Et au bout de 5 ans, m'a dit « Virginie, lance-toi ». J'ai pas osé me lancer comme ça sans avoir de diplôme. Je trouvais que c'était important d'avoir le statut d'artisan, en gage de qualité pour les clients. Donc j'ai passé un entretien à l'école Boulle et à l'école Ferrandi. Ferrandi est plus connu pour la restauration et l'hôtellerie, mais ils font aussi un parcours de tapissier. Et j'ai eu la chance de pouvoir choisir Boulle. Boulle, c'est une école qui est très très réputée dans le milieu. Oui. Enfin, dans les milieux artisanat d'art en général. Exactement. Hein. Et donc, j'ai eu la chance d'être prise et j'ai passé mon CAP en candidat libre. Parallèlement à ça, comme je travaillais, j'ai négocié avec mon ancien employeur, mon dernier employeur d'ailleurs, que mes heures de chômage soient converties en heures de formation et j'ai travaillé pendant 2 ans chez un tapissier à Neuilly. Et puis après, je me suis installée en mars 2013.
D'accord. Et cette expérience à Neuilly, c'était bien? C'était très très chouette et je gérais la boutique quand le tapissier n'était pas là et ça m'a donné confiance, même si parfois j'ai encore des doutes et une petite appréhension quand je livre parce que j'ai toujours peur que ça plaise pas aux clients. Mais ça, c'est en moi. Oui, non, ça m'a confortée dans le fait que c'était vraiment ça que je voulais faire et quel dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt, en fait. Oh, bah déjà, t'es rentrée quand même assez vite dans le sujet, parce qu'il y en a qui attendent 50 ans. Hein. Oui. Donc, c'est déjà bien. Tu connaissais avant tout ce qui était les chaises Louis XV, Louis XVI, tout ça? Tu connaissais les typologies de sièges, de fauteuils, pardon? Non. Parce que c'est quand même spécial à connaître. Hein. Oui. Non, tout ça, je l'ai appris parce que j'ai pris des cours d'histoire de l'art pour pouvoir passer mon CAP, en fait. Ah, donc tu as besoin d'avoir de l'histoire de l'art pour avoir le CAP. Oui, tu as des cours sur l'histoire de l'art, tu as des cours sur la sécurité. Par exemple, il te faut des chaussures de sécurité parce que si jamais tu fais tomber un outil, tu as besoin de te protéger toi. Et donc voilà, donc tu as plein de cours qui sont parallèles à ça et qui t'amènent à pouvoir passer ton CAP. Et même, pas uniquement en manuel. Parce qu'il y a ça, mais les tissus aussi. Tu n'as pas des sur l'étoffe et si. Anciens? Pas tellement sur les tissus anciens, plus sur la composition. La composition des tissus? Oui. Ouais. Parce qu'imagine que quelqu'un arrive avec un fauteuil, je te dis, par exemple Louis XV. Je ne sais pas ce que c'est comme fauteuil, toi tu le sais, mais qui a un certain tissu dessus. Il peut te demander d'avoir exactement le même tissu ou pas? Comment ça marche? Alors oui, il peut me demander d'avoir le même tissu, mais quand un client me demande le tissu, avant je lui demande pourquoi il veut ce tissu-là. Parce que maintenant, on mélange tous les styles et le but, c'est que quand il a son fauteuil refait, ça lui corresponde à lui, à son choix, pour que ça reste dans son cocon. Parce que je pense que l'intérieur des clients est important, ça doit être leur havre de paix. Donc si la mode, par exemple, est au fleuri et que le client déteste le fleuri, moi, le but, c'est que le fauteuil lui plaise dans 5, 6, 10 ans encore. Donc je veux vraiment savoir pourquoi il veut le même tissu. Est-ce que c'est par de l'affectif? Est-ce que c'est parce qu'il veut respecter le style à tout prix? Parce que j'ai aussi des clients qui veulent respecter le style à tout prix. J'ai des clients qui veulent suivre la mode. Mais moi, je pense que mon rôle, c'est aussi de les conseiller et de savoir pourquoi ils veulent suivre la mode ou si c'est parce que ça a forcément un coût. Donc, le but, c'est qu'ils soient contents et que ça corresponde à leurs attentes et pas au moment juste de la livraison. Oui, parce que c'est vrai que les fauteuils, ça a une part importante dans un salon. Oui. Ou même, je pense qu'il y en a aussi dans des entrées, des fauteuils. Exactement. Et ça habille énormément les salons. C'est important. Hein. Oui. Donc, il faut savoir si on le veut intemporel ou si on veut qu'il devienne pièce unique. Alors, il peut être pièce unique soit par un détail, un galon de couleur, des clous de couleur, un dossier d'un tissu, je ne sais pas, moi, bleu, et puis l'assise rouge, ça est à chacun. Chacun met son niveau de beauté, son niveau d'envie, de mode, là où il veut. En fait, il faut que ça lui corresponde. Et puis, s'il veut une pièce unique, dans ces cas-là, je fais des créations. Aussi. Tu fais aussi des créations, donc pas que de la restauration. C'est vrai que là, on a parlé que de la restauration. Oui. Et dans les créations, qu'est-ce que tu proposes? Des choses très modernes? Qu'est-ce que tu proposes? Je propose des choses modernes. Alors, bien souvent, j'ai fait un fauteuil avec des ailes d'ange. J'ai mis 1500 plumes sur des ailes d'ange. Voilà, c'était Qu'est-ce que tu appelles des ailes d'ange? C'est-à-dire que derrière le fauteuil, tu as mis des ailes? Le dossier était fait avec des ailes, oui. C'est le dossier qui est en forme d'aile? D'accord. Le dossier était en forme d'aile et il a été recouvert de 1500 plumes. C'est toi qui as fait toutes les plumes? Ah non. C'est une plume à cire, peut-être? Non, ça aurait été beaucoup trop élevé. Malheureusement, non, c'était des plumes synthétiques. Mais il y en avait quand même 1500 à accrocher. Voilà. J'ai fait pour une association de tennis, j'ai fait des fauteuils en récup avec des raquettes de tennis. Voilà, je m'adapte aux envies et toujours des clients, en fait, parce que c'est eux qui priment. Oui, voilà. Tu as des projets qui sont très variés, en fin de compte. Oui. Ils sont plutôt rares. Hein. Ils sont rares. Parce qu'ils ont quand même un coût un peu plus élevé.
Et puis sur ce type de fauteuil, moi je ne maîtrise pas tout, parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Donc je suis obligée de faire appel en fait à d'autres artisans. Et donc forcément, le coût est un peu plus élevé pour le client. Puisque quand on me demande de mettre de la ferronnerie, je fais appel à un ferronnier d'art. Quand j'ai des demandes particulières sur une carcasse à fabriquer, je fais appel à un ébéniste. Donc vous avez en plus du tapissier, l'ébéniste à compter, etc. Plus la matière première, plus tout ça. Oui, c'est toute une chaîne, quoi. Exactement. C'est l'avantage de travailler avec des artisans de qualité et de connaître aussi ces artisans. Et de pouvoir travailler... Oui, tu dois avoir un réseau d'artisans, justement, pour choisir les artisans avec qui tu travailles. Alors, je les choisis par leur métier. Et puis après, essentiellement par leur métier quand j'en ai besoin. Et puis après, sur le même métier, je suis humaine. Donc, j'ai tendance à faire travailler des gens avec qui je sais que ça va bien se passer, on va bien s'entendre. Ou même si on n'est pas d'accord, on va pouvoir dire, non, moi j'ai telle problématique. Donc, ça, je ne peux pas te le faire parce que c'est hors mon champ de compétences. Parce que parfois... j'ai des idées et elles ne sont pas concrétisables. Voilà. La faisabilité du projet. Exactement, parce que je ne maîtrise pas leurs contraintes. Au même titre, quand eux me demandent quelque chose, parfois, ce n'est pas réalisable. Voilà. Ou on va perdre beaucoup trop de temps à le réaliser, en fait. Et donc, ça va chiffrer beaucoup trop. Oui, il faut quand même garder la notion de coût derrière. Exactement. Tout simplement pour le client. Exactement. Là, tu vois, j'ai fait un devis où, au moment de Notre-Dame, ils voulaient mettre dans leur hall un fauteuil. Et en fait, il s'avère qu'au niveau chiffrage, c'était beaucoup trop élevé. Par contre, j'ai fait appel, effectivement, à une vitrailliste, à un ébéniste, à la fonderie Art Culture à Dourdan, pouvoir faire des pieds en bronze. J'ai trouvé le tissu. Beau, et en fait, on devrait reproduire, c'était à la base un canapé, et on devait reproduire en fait tout Notre-Dame. Donc il y avait un jeu d'ombre et de lumière dans le dossier où on reprenait la cathédrale. La peintre en décor devait, elle, repeindre le bois en imitant les pierres. Et il s'avère qu'en fait, le budget était trop élevé. Donc le fauteuil n'a pas été fait. Le fauteuil n'a pas été fait. Quel dommage. J'aurais adoré le voir. Ouais, mais ça nous a demandé du temps en fait et de la coordination. Et puis tu vois, maintenant, je ne fais plus que quand vraiment je suis sûre du devis en fait, que le devis sera accepté. D'accord. Tu fais aussi des séries de chaises des fois, c'est ça ? Alors normalement, les artisans, ils font pas de grosses séries. Ah oui, mais c'est des petites séries. C'est que des petites séries. C'est ça, des petites séries, excuse-moi. Petites séries. Oui. Bon, maintenant, quand il s'agit de refaire... Quand je dis des petites séries, par exemple, c'est des chaises autour d'une table à salle à manger. Oui. J'avais plus ça en tête. Oui. Ça, je fais aussi, oui. Ça, je fais aussi. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que tu appelles petite série ? C'est ça, en moyenne, on tourne aux alentours de 6, 8, voire 12 au grand maximum, quand on parle de séries chez les artisans. Oui, c'est ça. Oui. Généralement, voilà. Ça va pas plus vite. Après, quand tu refais un théâtre et que tu refais des chaises de théâtre, tu as 100, 200 chaises à refaire et c'est quand même un artisan qui le fait, mais on parle plus de série, là. T'as déjà fait, toi, dans un théâtre ou pas ? Non. Après, c'est plus spécifique, je dirais, parce que... Non, il faut pouvoir le sortir les chaises rapidement et moi, j'ai pas la capacité, je travaille toute seule, moi. Oui, donc là, il faut plus de monde. Exactement. Donc là, il faut s'associer, ce genre de choses. Et mes consoeurs et confrères qui en font, en règle générale, sont plusieurs à travailler sur le sujet. Mais moi, j'aime moins les séries, je trouve ça moins sympa. Alors, tu préfères quoi, la restauration ou la création ? J'aime beaucoup la création, ça m'amuse. Mais moi, tu m'as fait rêver avec ton fauteuil Notre-Dame, là. Je sais pas, il va falloir que maintenant que je le dessine. Il est dessiné, parce qu'en fait, je pars toujours de croquis. Je fais les dessins d'abord. Tu as appris à dessiner dans ton CAP ? Oui, j'ai appris à dessiner. C'est pas pour autant que je maîtrise bien, mais j'ai appris à dessiner. Tu maîtrises des fauteuils. Oui, exactement. Non, chacun son métier. Voilà. Moi, je suis pas dessinatrice, mais oui, je fais toujours des croquis que je soumets aux clients. Je leur fais en règle générale 2 choix pour qu'ils puissent choisir en fait entre 2 options. Et puis après, je m'adapte en fonction.
D'accord. On va parler un petit peu de tout ce qui est matière, machine, outils, colle, tout ça. Au niveau des matières, donc tu privilégies quoi comme matière? Alors moi, je travaille l'élan-crin. L'élan-crin, c'est quand tu vois le palmier. Tu prends un palmier et tu as des petites fibres marron autour du palmier. Je ne sais pas si tu as fait attention. Si. Donc ça s'appelle de l'élan-crin. Moi, je travaille l'élan-crin et pas le crin végétal. Je n'aime pas le crin végétal. Alors, le crin végétal, c'est quoi? C'est de la paille. C'est de la paille. C'est de la paille. Ouais, c'est de la paille. Et je trouve que dans le temps, il dure moins bien. Il a tendance à faire des boules. Et alors, je suis peut-être princesse au petit pois. Mais moi, je les sens, en fait, quand je m'assois. Et donc, je peux pas le travailler. Et puis, en plus, il est assez allergisant. La paille? Ouais, parce qu'il est plein de poussière. C'est du foin, en fait. Donc, il y a la poussière, il y a tout ça. Donc, moi, je le travaille pas, je l'aime pas. Donc, ça, c'est dans le rembourrage? Ça, c'est dans le rembourrage, dans la garniture à l'ancienne. Dans la garniture. Donc, tu fais attention aussi à la matière qui est dans la garniture. Tant qu'à faire. Et c'est l'élan-crin, c'est ça? Oui. Moi, je préfère. Et puis, je travaille en piqûre. Une fois que tu as fait ta garniture, en fait, sur le dessus, on vient mettre une piqûre animale. Donc, c'est du crin animal. Et c'est pareil, dans le crin animal, il existe plusieurs sortes. Tu as le crin animal qui est mélangé, le crin noir ou alors le crin blond. Moi, je préfère le crin blond. Il est un peu plus élastique, un peu plus moelleux. Il se tasse moins avec le temps. Voilà. Mais c'est quoi comme type de matière, le crin animal? Oui. C'est du cheval. C'est la crinière du cheval? Oui. La queue du cheval? Oui, qui est traitée, etc. Et qui donne en fait un petit rebond, un côté moelleux, un côté un peu douillé. On s'assoit sur une crinière de cheval. Exactement. Ah, je savais pas. Voilà. Donc, c'est la couche qui est au-dessus de la garniture. Oui, la couche qui est au-dessus de la garniture. Et ensuite, derrière, tu mets le tissu. Non. Il y a encore quelque chose. Il y a quoi au-dessus? En fait, quand tu fais un siège, tu pars des sangles. D'accord. Donc, pour une garniture à l'ancienne, tu vas mettre des sangles en chanvre. Pour une garniture moderne, normalement, tu es censé mettre des sangles élastiques. Moi, j'aime pas ça. Et puis après, c'est un peu peut-être mon côté écolo, ma petite pierre à l'édifice. C'est fait Exactement, c'est fait à base de pétrole. Et donc, quitte à travailler une matière, moi, je préfère travailler une matière un peu plus noble. Au niveau du coût, pour le client, il n'y a pas énormément de différence. Et puis, je trouve que la durée dans le temps est mieux sur le chanvre. Donc, tu mets tes sangles. Ensuite, tu vas mettre ta toile forte. Donc, ta toile forte ou tes ressorts, bien évidemment, si tu as des ressorts. Si tu as des ressorts, en fait, tu vas faire l'action de les guinder entre eux, c'est-à-dire de les lier entre eux pour qu'ils bougent de manière uniforme et que tu n'aies pas un ressort qui part tout seul dans un sens quand tu t'assois. Ça va le déformer, ça va abîmer ta garniture. Donc, on vient lier les ressorts entre eux. Ensuite, tu mets ta toile forte, tu couds tes ressorts. Moi, j'ai appris à l'école, et même le tapissier chez qui j'étais, qui était de la bonne graine, a appris à coudre ses ressorts en 4 points et pas en 3. Comme ça, en fait, tes ressorts, comme ils sont maintenus sur ta toile, ça évite que ta toile se déchire trop rapidement. Voilà, ça la maintient. Ensuite, tu viens mettre donc ton élan-crin ou ta mousse. Ton élan-crin, tu viens le positionner, tu le recouvres d'une toile d'embourrure, donc c'est une toile un peu plus lâche qui est toujours en lin et en chanvre. Ça ressemble un peu à un damier, voilà. D'accord, c'est un peu souple. Là, on va venir faire tout le piquage, donc on va lui donner la forme de la carcasse. On va maintenir le crin, etc. On va faire les petits bourrelets. Par-dessus, on va venir donc mettre la piqûre animale. Ensuite, on met une toile blanche. Oh, c'est fou, toutes les étapes. Et après, on met de la ouate. Donc, ou de la ouate synthétique ou de la ouate coton. C'est comme les make-up pour nous, les filles, histoire d'avoir un petit côté un peu plus rembourré. Et puis après, tu poses ton tissu. Il y a tout ça? Ouais. Et après, tu fais ta finition, donc soit une finition cloutée, soit une finition galon, ou passepoil, ou giselle, ou voilà. Alors, on va juste retenir aussi le nombre d'heures que tu passes sur un fauteuil. Et entre autres, je vais prendre l'exemple du crapaud. Combien d'heures pour la restauration d'un crapaud? En moyenne, il faut compter 40 heures. 40 heures. Ouais. Donc, on est sur une très grosse semaine de travail. Ouais. À temps plein, évidemment. C'est pas 40 heures avec du séchage entre les deux. C'est du temps plein.
Oui, exactement. Oui. Voilà. Bon, Je après, avec préfère le dire l'habitude, on parce va que- un petit peu plus vite, mais ouais, pour un crapaud, il faut compter un gros crapaud, il faut compter une quarantaine d'heures. Ouais. C'est énorme. Ah bah oui, ça se fait pas comme ça. Bah déjà, vu toute la description que tu as eue de tes étapes techniques, on se rend compte quand même qu'il y a quand même beaucoup de couches à l'intérieur. Oui, Et c'est pour ça, c'est bien d'en parler, parce que ça nous fait prendre conscience des difficultés techniques qu'il y a. tout à fait. Au niveau maintenant de tes outils, tu as quoi comme outils? Alors j'ai des outils manuels comme alors pour le commun des mortels, ce serait un marteau. Nous on appelle ça un ramponneau parce que nos marteaux à nous sont aimantés pour pouvoir prendre nos petites semences. Nos petites semences, c'est l'équivalent des clous chez les bricoleurs en fait. D'accord, donc c'est vraiment des mots à part. Vous avez vos mots. Exactement, bah, comme tout métier, je pense. On utilise des otographes, on utilise des pieds de biche, on utilise des maillets, on utilise un tire-crin. Un tire-crin, Ouais. c'est pour quand tu mets la couche... Exactement, c'est pour pouvoir travailler ton crin, l'aérer, et lui donner la forme et l'avancer. Donc pour tu que- brosses Exactement. les cheveux. Non, tu brosses pas les cheveux. du crâne. Tu brosses pas les cheveux. Non, ça on le fait avant de le mettre dans la garniture Ah, en tu vois, fait. comme quoi c'était possible. On Bien carde. brosser les cheveux. Non, ça s'appelle carder en fait. Ah, ça s'appelle carder. On enlève toutes les petites impuretés pour être sûr que ta garniture soit parfaite et qu'elle n'ait pas de défaut. Voilà. Et puis après, sur les garnitures modernes comme la mousse, on va travailler avec une agrafeuse. Oui, Voilà, Et une agrafeuse électrique et une agrafeuse électrique. en compressé, avec un compresseur. D'accord. Au niveau, tu as des cols. Oui. Alors, qu'est-ce Alors que tu sur mets? la mousse, on est plus sur des cols néoprène. Donc il faut les travailler avec un masque idéalement. Ouais, c'est et- assez toxique. Bah oui. Et puis sur tout ce qui est galon, on va travailler la colle blanche, la colle à passementerie. D'accord. Et tu as des machines, enfin des machines. Oui, j'ai une machine à coudre qui travaille le cuir, Donc qui tu va as jusqu'au dû cuir. prendre aussi des cours de couture. Alors machine à j'ai coudre. pris des cours toujours à l'école et là c'était dans les ateliers en passant par Boulle à l'époque. On travaillait dans les ateliers Chanel. On était au-dessus des Ah, ateliers Chanel. waouh! Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était chouette Et de donc, voir t'as toutes ces travaillé belles pour étoffes. Chanel? Ah non. Ah, t'étais juste Non, au-dessus, non, mais quel on dommage. était juste au-dessus pour les cours, ouais. Mais non, oui, enfin, moi j'ai estimé que pour pouvoir vendre une prestation, il faut la maîtriser de A à Z. Donc moi, effectivement, j'ai continué mon parcours en prenant des cours pour faire des rideaux, pour faire des coussins, ce genre de choses. Et en fin de compte, ton métier, il est très... il regroupe plusieurs métiers. Tu as le métier de couture, tu as quand même pas mal de choses. Enfin, sans être couturière, je ne veux pas dire ça. Les couturières, mais- elles ont d'autres contraintes. Elles ont d'autres contraintes, Elles oui. ont d'autres contraintes. Mais toi, Moi, il a c'est quand juste même- de la couture liée, en fait, au tissu que je vais poser sur un fauteuil. Oui, sur donc un canapé. C'est moins fort que couturière. Oui. Mais il faut quand même des compétences pour Oui. maîtriser un petit peu ta Oui. machine. Donc, tu as une machine à coudre. Tu as quoi d'autre comme style de machine tu as la graffeuse, tu m'avais dit. Oui. Et c'est tout, Oui. Oui. principalement. Oui. Oui, c'est surtout des outils. Des outils que manuels des outils que j'ai. manuels que tu as besoin. Et puis, je préfère travailler en manuel. Si tu es Ça met artisane, plus je crois de temps que et c'est plus sympa. on ne quand choisit même. pas ce métier en voulant faire des choses avec des machines. Je On crois est pas. d'accord. On est d'accord. Quel a été ton projet au-delà du fauteuil de Notre-Dame que j'ai bien encore en tête, mais est-ce que tu as vraiment un projet qui a abouti, parce que Notre-Dame n'a pas abouti, qui a été extraordinaire? Alors, extraordinaire en projet, j'ai fait quelques belles réalisations, je crois. Enfin, mes clients ont l'air plutôt contents. Et puis après, c'est plus des projets humains avec des associations, avec des artisans, des choses comme ça.
Voilà. D'accord, mais vraiment en projet avec des chaises. T'en as pas un projet dans ta tête J'ai fait une chaise pour une petite mamie qui malheureusement est décédée, où je m'étais associée avec un artisan d'art qui faisait de la patine, un ferronnier d'art. J'ai travaillé pour le tennis club de Limours, où là je leur ai fait 2 sièges avec des bâches recyclées Roland-Garros. Voilà. Après, les autres projets, mes clients n'ont pas souhaité que je communique dessus pour pas piquer l'envie. Donc, voilà. J'aimerais quand même parler un tout petit peu de tes clients. Tes clients, ils viennent d'où? C'est des châtelains? C'est des particuliers? Non, j'ai essentiellement que des particuliers. Que Beaucoup des particuliers? Oui. Et j'aimerais que tu me parles, tu m'as parlé de quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est donner accès à tes clients, à tes créations. Et tu m'as parlé de mensualisation. Moi, je trouve ça vraiment très bien. J'aimerais qu'on en parle un peu à la radio. Je me suis rendu compte, en fait, en allant en clientèle, que les gens ne se rendent pas compte, en fait, du travail et du coût que ça a. Et il s'avère que mes clients, à 50% sont actifs et 50% sont en retraite. Et pour mes clients retraités, certains sont seuls, donc avec une toute petite retraite. Et donc, je trouve dommage qu'ils ne puissent pas accéder à quelque chose de qualité, qu'ils ne puissent pas se faire plaisir. Donc, effectivement, je leur ai proposé en fait la mensualisation, comme j'ai la chance d'avoir un carnet de commandes un peu plein, puisque là, j'attaque juillet. Et ça permet en fait à mes clients de pouvoir payer en plusieurs fois et quand même de se faire plaisir. Donc moi, je m'adapte sur le choix des tissus. Bien évidemment, je ne vais pas leur conseiller des tissus Christian Lacroix ou Jean-Paul Gaultier, où on est à 200 ou 300 euros le mètre, mais plutôt sur des tissus qui peuvent avoir un prix correct aux alentours de 75-100 euros. Après, la qualité du travail est la même, mais eux, ils peuvent payer en plusieurs fois, effectivement. Et j'ai pas mal de clients qui m'ont demandé si j'acceptais la mensualisation. Donc, en fait, ils payent tous les mois et moi, je réclame juste le solde le jour de la livraison. Et je m'organise pour pouvoir prendre en charge leur fauteuil quand eux peuvent se le permettre. Parce que j'ai eu le cas avec une petite dame qui avait 2 fauteuils. Et il s'avère qu'elle a eu un problème, sa toiture s'est enlevée. Et donc, elle a eu un gros coup. Et elle pouvait plus assumer le prix d'une restauration sur ces 2 fauteuils. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de lui proposer. Donc, j'ai pris des clients en amont. Et puis, quand ça a été bon pour elle et qu'on est arrivé quasiment à la fin du paiement, et j'ai pris ces 2 fauteuils et voilà. C'est génial parce que ça donne accès au fait d'avoir des beaux fauteuils chez soi. C'est le but, parce que tout le monde ne peut pas se le permettre et pourtant on devrait. Enfin, je trouve qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que des personnes avec un revenu correct qui puissent se faire plaisir. Oui, mais l'art doit être ouvert à tout, et nous on est dans notre titre artisan d'art, donc il faut aussi qu'on puisse offrir ça n'enlève pas la qualité, ça n'enlève pas le temps que on met plus de temps à faire pour eux. Voilà, ça prend un peu plus de temps et leurs projets se font sur 6-8 mois, mais il faut qu'ils puissent y accéder. Et à la fin, ils ont leur fauteuil dans leur salon. Exactement. Mais c'est tout à fait... moi, je trouve ça intéressant parce qu'on a ce genre de système pour tous les produits de consommation. Si tu vas pour la high-tech et tout ça, on a souvent des mensualisations ou ce qu'ils appellent des prêts. Bon, là, c'est la mensualisation, donc c'est pas un prêt, c'est autre chose. Mais comme on a ça pour tous les produits de consommation, pourquoi ne pas le faire aussi pour tout ce qui est produits d'exception, d'artisanat d'art? Je sais pas. Moi, je le fais en amont. Voilà.
en amont. Et puis après, mes clients le savent. Comme je te dis, j'ai la chance d'avoir un carnet de commandes quand même qui est plein. En moyenne, on est sur 4 mois. 4 mois d'attente. Donc, ils peuvent payer en plusieurs fois. Je leur donne le RIB de l'atelier. Et puis voilà, ça fait des petits revenus pour eux. Et ça me semble important. Enfin, ça m'est venu comme ça. Je ne me suis même pas posé la question, quoi. On va juste spécifier que toi, c'est vraiment ton métier. Si je dis ça, c'est parce que j'ai reçu d'autres artisans d'art où c'est pas leur métier. Parce qu'ils ne vivaient pas de ce qu'ils faisaient. Mais ça, c'était autre chose. Mais toi, c'est vraiment ton métier. Ah oui, moi, depuis 2013, je suis tapissier à temps plein. Mais pas seulement, mais je suis tapissier à temps plein. Déjà. On va parler maintenant un petit peu de ce côté humain que tu as juste effleuré tout à l'heure. Parce que, oui, toi, tu as beaucoup de choses. Toi, tu fais beaucoup de choses, et entre autres les salons. Enfin, tu es très, très active pour défendre l'artisanat d'art dans tous les domaines. On va parler un petit peu des GEMA, parce que c'est là où tu as aussi un petit peu commencé dans les GEMA. Alors, les GEMA, c'est les Journées européennes des métiers d'art. Et c'est vrai que moi, je les ai toujours fait dès que j'ai créé l'atelier. C'est une fois par an. Et ça permet en fait aux artisans d'art qui n'ont pas un local qui puisse être ouvert au public de l'ouvrir ces jours-là. Donc moi, j'ouvrais mon atelier. Je faisais quelques salons organisés par la Chambre des métiers. Et puis, j'ai fêté mes 10 ans et j'ai eu la chance d'avoir un maire de ma communauté de communes qui m'a tendu la main, qui m'a permis d'exposer à titre privé, enfin à titre au nom de l'atelier, et d'avoir 26 fous d'artisans et de la Maison des Artistes. C'est des fous, d'accord, je ne comprenais pas. Qui m'ont rejoint, qui ont accepté. Et en fait, pour les 10 ans de l'atelier, on a refait tout un appartement. Donc ça, c'était chouette. Et la communauté de communes et donc les autres maires se sont rendus compte qu'on avait d'abord sur notre territoire beaucoup d'artisans de qualité et que sur ce coup-là, j'avais pas trop mal assuré et qu'ils pouvaient me faire confiance pour créer un événement. Donc depuis, je suis en charge des Journées européennes des métiers d'art sur la communauté de communes des Pays de Limours. Voilà. Donc je gère tout en partenariat avec la communauté de communes. J'inscris les artisans, je choisis les artisans. Alors ça me demande du temps parce que moi, tout le mois de mars, en fait, je suis quasiment off pour ça. Pour gérer les artisans, leurs contraintes, leurs besoins, être sûr qu'ils soient bien. Mais en même temps, c'est primordial que l'on puisse avoir de la visibilité, que l'on puisse avoir un vrai salon avec des vrais artisans, où il n'y a pas de la revente, où c'est pas juste de l'assemblage. Ouais, je vois tes yeux, mais oui, parce que moi, les revendeurs, ils me tuent. Et c'est le moment aussi où je choisis des gens où je pense que ça peut matcher. Et tu vois, l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir le faire sur Forges-les-Bains. Et certains artisans se sont appelés entre eux. Et en fait, on fait une créa, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une créa entre artisans, je n'étais pas forcément au courant, je trouve ça chouette en fait, il y avait une petite grenouille, puisque du coup, ça s'appelle le collectif de la grenouille, et en moyenne, on est une 40aine d'artisans. Voilà, dans un bon état d'esprit, on fait des ateliers, des démonstrations, puisque c'est le moment où on peut montrer au public le temps que ça met, qu'on a quand même, pour certains, ils ont quand même de l'or dans les mains, donc il faut aussi les mettre en avant. Et parallèlement à ça, j'ai eu la chance qu'on me propose de reprendre l'association de créateurs et d'artisans d'art de l'Essonne. Et donc je suis devenue la présidente depuis le mois de juin. Voilà, on est une équipe de 6 pour mettre à l'honneur les artisans d'art sur le territoire. Ça, c'est aussi un grand travail, hein. Ça, c'est un grand travail, oui. C'est une question. Il faut en fait éduquer les gens, leur montrer que l'artisanat d'art, oui, il a un coût, mais que derrière, tout est fait à la main. Tout est fait à la main, tout est fait en petite série,
que c'est un savoir-faire et des traditions qu'on doit perdurer et qu'on doit sauver. Et si nous, on pousse pas un peu les portes pour qu'on puisse nous voir, nous les artisans, il va rien se passer parce que les gens vont consommer ailleurs et pas forcément local déjà et pas forcément français. Donc il faut impérativement qu'on puisse promouvoir nos métiers pour qu'ils perdurent dans le temps. Et éduquer les gens sur le beau. Et après, vous avez du beau qui peut être très cher, mais il faut voir derrière le nombre d'heures que l'on a passées. Je pense à un artisan qui se rendait pas compte que le prix de ses tableaux ou de ses petites boîtes était cher. Et en fait, en suggestion comme ça, parce qu'il faut être dans le partage, je pense, et dans l'entraide, et lui dire qu'il fallait mettre son nombre d'heures sur ses petites boîtes ou sur ses tableaux, a fait que maintenant, les gens se rendent compte que oui, ça a un coût, mais que derrière, elle a bossé 20-25 heures. Ça me semble primordial. Voilà. C'est bien de rappeler tout ça. Rappelons juste que les GEMA, c'est début avril. Alors, c'est normalement du 7 au 12 avril. Et pour la communauté de communes des Pays de Limours, ce sera le 10, 11, 12, donc vendredi, samedi, dimanche, à Forges-les-Bains, encore une fois. Voilà, et que c'est toutes les années. C'est toutes les années. C'est aussi assez, alors je dirais pas standardisé, je dirais pas ça, mais les journées européennes des métiers d'art, il y a un site internet. Et c'est vraiment les artisans d'art qui sont mis à l'honneur et pas les revendeurs. Hein. On est d'accord. Hein. Oui. Il n'y a pas de revendeurs durant ces journées-là. Non. Ça, c'est important quand même de le dire. Mais il y a plein de manifestations sur le 91 sur ces journées-là. Vous avez les ateliers Coubertin qui ouvrent. Après être venu faire un petit tour à Forges, j'ai tout rencontré. Voilà, aller aux ateliers Coubertin. Vous avez la piscine d'en face à Sainte-Geneviève. Voilà, vous avez et puis vous avez des artisans qui ouvrent leur atelier aussi. Même au cœur de Paris. Hein, même au cœur de Paris. Il y a beaucoup d'ateliers qui s'ouvrent. Donc partout. Vraiment, moi, je conseille toujours les auditeurs d'aller au GEMA. C'est là où ils vont découvrir la diversité que l'on a aussi dans les artisans d'art. Ils peuvent aussi venir sur les salons, mais sur les vrais salons d'art. Ils peuvent venir sur les pas salons. Sur les marchés, pas sur, sur des vrais salons organisés dans l'esprit de l'artisanat d'art. C'est vrai qu'il y a souvent une confusion entre les salons d'artisanat d'art, les marchés et les marchés de Noël. Il y a une très très grande confusion là-dessus. Mais c'est pas du tout la même chose. Non, la qualité est différente. Sur un marché de Noël, vous allez avoir... l'artisan d'art peut se retrouver à côté d'un revendeur et à côté de l'alimentaire et ces choses comme ça. Ça, c'est pas grave en soi. Nous, on a besoin de visibilité. Par contre, il faut qu'on éduque les gens sur le fait qu'un artisan d'art qui va faire un mug, il va passer 7 heures, alors que le revendeur qui l'aura acheté chez Action... il leur a payé 2 €. Alors, j'ai rien contre Action, hein, parce qu'elle est plutôt sympa, on trouve des trucs sympas, mais il faut pas tout mélanger. Voilà. Et c'est vrai que quand on parle de marché ou qu'on parle de salon ou d'exposition, on voit tout et tout est mélangé. Moi, je vous parle de vrais salons d'art. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de rentrer à la CAE. Parce que nous, on ne prend que des artisans d'art. Essentiellement ceux de l'Essonne, puisqu'on est basé sur l'Essonne. Mais on ouvre aussi aux autres artisans quand on n'a pas un savoir-faire sur l'Essonne que l'on connaît. Comme par exemple le salon qu'on a fait à Soisy, on avait une plumassière. Les plumassières, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est beau les plumassières. Oui. Et pourtant, elle n'était pas de l'Essonne, elle était de l'Eure. Mais c'est pas grave. Pas grave, ça a permis de découvrir son artisanat et de discuter et de voir les belles choses qu'ils ont. Disons qu'il ne faut pas être obtus. Il faut pouvoir être solidaire, parce que de toute façon, on a besoin d'être solidaire. Hein. Oui, entre nous, beaucoup. Voilà. Oui.
Et de toute façon, pour en revenir aux journées européennes des métiers d'art, et même normalement maintenant sur les salons de l'artisanat, on demande aux participants de faire ça à plein temps, que ce soit leur métier à plein temps. Voilà. Et sur les journées européennes, c'est la condition sine qua non auprès de la Chambre des métiers et de l'Institut du savoir-faire français. Donc c'est bon de le rappeler. Oui. J'aimerais aussi qu'on parle d'autre chose par rapport aux jeunes. Toi, tu vas aussi dans un collège pour les troisièmes. Tu peux me raconter un petit peu, parce que c'est important de parler aux jeunes de ton métier et des métiers d'artisan. Alors, raconte-moi. Eh ben, j'interviens maintenant toujours avec la communauté de communes des Pays de Limours. J'interviens toujours. J'ai la chance à chaque fois d'être sélectionnée, parce que je ne suis pas la seule, pour intervenir pour les orientations des troisièmes, pour leur parler des métiers, etc. Et essayer de les conseiller, de les orienter, et d'expliquer aux parents que ce n'est pas parce qu'on fait un métier artisanal qu'on a un QI de 0. Voilà. Parce que tout est une question d'éducation, en fait. On a encore des parents qui viennent nous voir et qui disent à leurs enfants, tu vois, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas ton brevet, tu feras comme madame, tu feras des tapis. Et là, ce genre de témoignages, j'en ai eu beaucoup. Et ouais, mais là, vous pouvez rien dire parce que vous êtes invité, parce que de toute façon, ça sert à rien. Le monsieur sera obtus ou la dame. Donc, vous vous adressez à l'enfant en disant que non, déjà, c'est pas des tapis. Voilà. Et puis, derrière, j'ai la chance maintenant, c'est de pouvoir aussi mettre des affiches pour les journées européennes. Ce qui fait qu'en fait, les parents qui ont des enfants qui sont intéressés par l'art, etc., ils viennent nous rencontrer aussi, viennent rencontrer le collectif de la Grenouille, et comme ça, ils s'immergent un peu dans les arts. Et puis, il faut aussi expliquer que, par exemple, je pense... pour tout ce qui est art plastique, etc., bien souvent, les recrutements des enfants sont faits bien en amont des journées de l'orientation pour les enfants. Donc, il faut qu'ils prennent les bonnes décisions en leur expliquant que s'ils ont la possibilité d'aller jusqu'au bout et de passer un bac général, qu'ils le passent, bien au contraire, parce que ça leur donne une culture générale plus importante, mais que derrière, ils peuvent tout à fait réintégrer une école d'art ou ce genre de choses. D'accord, donc tu as vraiment une sensibilisation sur le public jeune. Oui. Oui. Pour leur ouvrir un peu plus l'esprit. Oui. Oui, c'est important. Oui. C'est important, encore une fois. Nous, on a quand même beaucoup de métiers manuels qui se perdent. Regarde pour Notre-Dame. On a galéré à retrouver comment ils avaient fait, etc. Regarde les pyramides, malgré nos moyens modernes, on a du mal à savoir comment ils ont fait tenir ces chefs-d'œuvre. Et donc, tout ça, c'est par transmission. Ouais, il y a 4000 ans, quand même, donc il faut transmettre. Il faut transmettre. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est des métiers de passion, que plus tu les commences jeune, plus tu as de la chance d'avoir un carnet d'adresses important avec les réseaux, etc. Mais que, parfois, ça demande aussi quelques concessions. Il faut simplement aussi rappeler que le loisir créatif s'est beaucoup démocratisé, mais il y a quand même une différence entre le loisir créatif et l'artisanat. Le geste est quand même pas du tout le même. Et ça arrive souvent que des gens, par exemple, font de la mosaïque tout seuls. Moi, je prends cet exemple, mais il y a d'autres exemples. Ils font de la mosaïque tout seuls, puis ils se rendent compte qu'en fin de compte, à un moment donné, ils vont rencontrer un autre artisan qui est vraiment mosaïste et que le résultat n'est pas du tout le même. Je pense que ça a dû aussi t'arriver, oui. Toi, en tant que tapissier, où quelqu'un a fait un fauteuil, et toi, tu arrives derrière, et tu dis « Oh là 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 !» Ouais, essentiellement au moment du Covid, comme on était tous bloqués chez nous, tout le monde s'est improvisé tapissier, décorateur, et effectivement, derrière, on récupère. Et c'est pareil, entre les loisirs créatifs et puis tous les tutos que tu vois, il faut faire attention. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Hein. Ouais. Alors,
pas bonne, je sais pas, je me permettrai pas de juger. Mais ouais. Alors quand je dis pas bonne, c'est les gestes qui sont pas bons. J'ai vu certaines vidéos où le geste n'est pas du tout correct. Ou alors, des bons tutos où ils arrivent à sortir le résultat en 3 minutes, alors que toi, tu mets 3 jours. Oui, mais après, il faut voir la durabilité. Est-ce que le 3 minutes est aussi durable que tes 3 jours ? Je ne sais pas. Moi non tu plus. vois, je n'ai pas de doute sur la finalité. Oui, voilà, moi non plus. On est d'accord. Mais non, le but, c'est effectivement de promouvoir notre artisanat et de le sauver, quoi. On va parler un petit peu maintenant de la partie plus personnelle. Et cette fois, l'émission s'appelle La Voix de la création. Donc, Voix, V-O-I-E. Si ça s'appelle La Voix de la création, c'est qu'on a tous un chemin sur l'artisanat ou l'artisan. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire un travail manuel avec les fauteuils, donc en tant que tapissier ? Est-ce que ça t'a apporté personnellement ? Je sais pas ce que ça m'a apporté personnellement, parce que je suis tombée dedans comme ça par hasard. Peut-être que si j'avais fait de la mosaïque, je serais aussi passionnée. J'ai toujours voulu travailler avec mes mains. Je trouve ça satisfaisant de réaliser quelque chose et de partir de rien ou de redonner vie. Voilà. Par contre, c'est humainement que ça m'a apporté. Humainement. Humainement, d'abord avec de belles rencontres clients. Des clients qui sont devenus parfois des amis. Des rencontres humaines. Des échanges. Une solidarité et une créativité que j'aurais peut-être pas eu où je resterais frustrée, je pense, de pas pouvoir la développer. Non, c'est humainement en fait que ça m'a apporté, plus que personnellement, humainement, toutes ces rencontres. Alors rencontre avec les clients, mais je pense aussi rencontre avec les artisans. Ah oui, c'est un vrai bonheur. Je m'éclate, moi. C'est vrai qu'en artisan, il y a du réseau. Hein. C'est plutôt... alors, le collectif de la Grenouille ou même la CAE, c'est un peu chronophage. Hein. Mais c'est tellement chouette de rencontrer des artisans, de les entendre parler de leur métier. Moi, j'ai pas assez d'une seule vie pour pouvoir faire tout ce que j'aimerais faire. En fait, quand je les vois et qu'ils travaillent et qu'ils ont de l'or dans les mains, je me dis, waouh, en fait, il faut que je sois comme des chats, tu vois, que je me réincarne plusieurs fois. Cette vie pour les chats. Donc... Exactement, et encore cette vie, c'est pas assez. Non, mais c'est fabuleux. Moi, ça me donne une énergie dingue, quoi. Ça me donne une énergie dingue. Est-ce qu'il y a un artisanat qui t'aurait vraiment plu à faire autre donc que tapissier, pardon ? Est-ce qu'il y a un artisanat où tu te dis, waouh, en fait, j'aurais peut-être dû creuser un peu plus sur celui-ci ou qui t'attire ou quelque chose ? Il y en a plusieurs. Je crois que la céramique, j'aurais bien aimé pour pouvoir la modeler, pour pouvoir d'une boule de terre, voilà. Après, je pense que j'ai pas la créativité pour me renouveler. Donc la tapisserie me va très bien en fait. Parce que ça reste quand même une partie technique, la tapisserie, c'est ça ? Il reste une partie technique et il y a moins besoin d'avoir de créativité. Moi, la créativité, je l'ai ponctuellement, en fait, quand j'ai une commande où là, je réfléchis, etc. Mais par exemple, j'aurais pas pu être... pourtant, j'aurais adoré, hein, mais j'aurais pas pu être joaillier. Parce que je n'ai pas autant de créativité que ça. Donc, il y a vraiment un niveau de créativité. Je pense qu'il faut atteindre, et moi, je ne l'ai pas. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la différence entre les artisans et les assembleurs, mais celles qui font de l'assemblage de bijoux, des choses que je trouve jolies, c'est pas de l'artisanat, mais elles ont une créativité pour pouvoir inventer des choses régulièrement, se renouveler, que moi je n'ai pas, je pense. Je pense qu'il faut aussi être conscient de ses limites. Et cette créativité-là, je ne l'ai pas. Par contre, je pense que mettre les autres artisans en valeur et des choses comme ça, je trouve ça beaucoup plus gratifiant que de penser à moi, en fait. Je m'épanouis beaucoup plus là-dedans. C'est vrai que dans des salons, quand on te voit dans un salon, je ne sais même pas si tu arrives à rester 1 heure sur ton stand. Tu vas dans tous les sens.
Le but, c'est qu'ils se sentent bien. Mm. Tu vois, ils nous ont fait confiance. Tu es Donc, fédératrice. je ne sais pas si je suis fédératrice, j'essaye de l'être. J'essaye d'être neutre avec la CAE, un peu moins avec le collectif de la Grenouille, parce qu'on n'a pas la même fonction. Le collectif de la Grenouille, c'est des copains, quoi. Voilà, il faut qu'on soit copains, il faut qu'on rie, ça nous demande du temps, ça nous demande pas forcément on n'a pas forcément de retour immédiat, puisque c'est pour expliquer au public ce que l'on fait. Alors que dans un salon, et surtout, je te dis, avec la CAE, où là, j'ai pris le rôle de présidente, je dois être neutre. Donc là, pour le coup, il ne faut pas que l'affect entre en jeu. Voilà. Mais le but reste le même. Montrer au public tous les talents que vous avez. On rappelle que l'association de création d'Essonne... L'association de créateurs et artisans d'art de l'Essonne. Pardon, oui. Elle crée des salons, hein. Oui. C'est ça, on est d'accord, hein, Oui. dans leur fonction. Vous créez des salons, vous créez... Le but est effectivement de mettre en avant l'artisanat de l'Essonne avec les artisans d'art et donc de créer des manifestations où il n'y a que des artisans d'art. Voilà. Et au niveau des villes, donc c'est que des villes de l'Essonne, vous allez faire... Oui. vos On salons. s'appelle Voilà. artisans d'art de l'Essonne. Ce donc qui est logique. c'est- Et vous en faites combien dans l'année ? On est tout nouveau, hein, puisqu'on est 6 au bureau. Et on a repris l'association. Alors, elle datait de 2009 en partenariat avec la Chambre des métiers. Mais on l'a repris au mois de juin. Donc là, on a eu une réunion de bureau la semaine dernière. Et sans trop divulguer, parce que voilà, on va d'abord divulguer à nos adhérents. On a 6 salons, je crois, sur l'année. 6 salons sur l'année, ce qui est Ouais. bien déjà. C'est 1, 2, 3, 4... 5 salons sur l'année, là. Parce qu'il faut de être quand même programmer. moteur, hein, pour faire 5 salons. Ah oui, c'est que du bénévolat. Donc oui, il faut gérer les candidatures, gérer les artisans, gérer les problèmes techniques qui parfois ne sont pas liés, ne sont pas de notre fait, gérer les égos. C'est ce qu'il y a parfois de plus dur, parce qu'on en a tous un, hein, donc voilà. Faire en sorte de renouveler aussi nos artisans pour que le public ait toujours attrait, en fait, et soit content. Gérer les refus, parce que malheureusement, parfois, on manque de place et donc on est obligé de refuser des artisans. Gérer ceux qui pensent être artisans d'art et où on se rend compte que ils ont une casquette d'artisan d'art, mais que tout n'est pas fait dans les règles de l'art. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas de revendeurs. Voilà, ce genre de choses. Parce que parfois, on peut avoir des surprises. Et parfois, même nous, on se fait avoir, puisqu'on ne connaît pas, en fait, tous les métiers. Voilà. Tu te fais avoir sur des revendeurs ? Pas moi. Enfin, pas nous, pas pour le moment. On ne s'est pas fait avoir sur des revendeurs, mais j'ai eu vent d'un salon qui existe depuis une vingtaine d'années et où la personne qui la gère a eu affaire à un revendeur et s'en est pas rendu compte avant que le cadre tombe et qui est marqué Made in China derrière. Et voilà. Voilà. Donc, C'est-à-dire que même nous, qui sommes attentifs oui. aux produits, on peut se faire avoir. Oui, bien sûr. Et puis, on a aussi une certaine exigence. Puisque, oui, au fur et à mesure, on connaît... alors, l'exigence, c'est un peu prétentieux et je voudrais blesser personne, mais quand on va prendre, par exemple, des bijoux, des choses comme ça, on va faire attention à la qualité de ce qu'ils vont mettre derrière. Parce qu'effectivement, tu vois, une fileuse de verre qui va faire ses perles, qui va filer ses perles, bien évidemment, si elle achète sa chaîne chez Temu ou si elle l'achète en acier inoxydable, etc., et que la finition est belle, en fait. C'est pas tant la qualité qui nous importe, parce que on sait qu'elle est fileuse de verre, donc on l'a vu faire dans des démonstrations, des choses comme ça, donc on est conscient de la qualité. Après, ça va plus être dans le détail, tu vois, où là, on va devenir un peu plus exigeant, parce qu'on
on essaye de fédérer des beaux profils. On a des profils rares et on essaye effectivement de se différencier d'un salon lambda, en fait. Donc c'est un peu prétentieux et j'en suis désolée si j'ai blessé du monde, mais voilà, on essaye de tendre vers ça pour que nos savoir-faire soient mis en avant, que nos artisans soient mis en avant et que on existe encore dans quelques années. Écoute, merci Virginie, merci pour ton témoignage, merci pour toutes les réponses que tu nous as données sur ton métier. Juste pour savoir où on peut te joindre, parce que je crois que tu n'as pas de site internet, mais tu as Instagram. J'ai Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors Instagram, on peut te retrouver sous quel nom ? Virginie Watelier. D'accord. Et Facebook, Virginie Watelier ou Atelier Fauteuil et Création. D'accord. Merci Virginie, merci pour tout, merci d'être venue. Merci Jennifer. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. Vous retrouverez toutes les coordonnées de Virginie dans la barre de description sous la vidéo YouTube et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet ou sur la chaîne radio YouTube. Rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt, merci. Et merci Sylvain.